Deuxième édition des Assises du harcèlement scolaire. Nous sommes en direct depuis 14 heures. Il est bientôt 16 heures, c'est presque 2 heures. Bienvenue si vous nous rejoignez. On a évoqué évidemment beaucoup de thèmes. Le harcèlement, où on en est aujourd'hui, la MPP, une équipe par établissement, les élèves ambassadeurs. Et puis l'alliance, merci infiniment. Et puis l'alliance avec les parents, parce que c'est important évidemment d'être tous soudés contre ce fléau. Alors, pour en parler, on va accueillir dans un instant, on va réaccueillir Marie Cartier, qui est la directrice générale adjointe du centre Résist. Romain Nieri à ma droite, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous travaillez pour la ville de Sanary-sur-Mer. Vous êtes directeur des services éducation, jeunesse et affaires scolaires. Tout à fait. Et vous travaillez beaucoup avec le personnel éducatif et bien sûr avec les familles, avec les parents. Eh bien, les parents sont des membres à part entière de la communauté éducative. Donc effectivement, on travaille avec eux. On mobilise d'ailleurs largement la communauté puisqu'on travaille non seulement sur le harcèlement scolaire, mais aussi sur des temps périscolaires, des temps méridiens, des temps périscolaires avec les animateurs. Et on a formé largement la communauté éducative. On vous retrouvera évidemment dans un instant. On a toujours avec nous Noémia Grohan, qui est formatrice au Centre Résist, autrice du livre qui s'appelle « De la rage dans mon cartable ». C'est un titre qui évoque parfaitement ce qu'il y avait pendant 4 ans, pendant ces 4 années, où on en sourit un petit peu, mais vous n'avez pas du tout, évidemment, rigolé à cette époque-là. C'était très, très compliqué pour vous, votre entourage. Ouais. Vous nous en avez parlé tout à l'heure. Merci d'être avec nous. Et puis, Nicole Paris. Bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. Ancienne référente départementale, vous êtes dans l'Yonne, pour la lutte contre le harcèlement scolaire et formatrice également. Chez Résist. Chez Résist. Et vous dites, quand on parle de communication, vous dites quelque chose qui résume quasiment tout. La clé, c'est l'écoute. Et puis l'écoute. Et l'écoute. Et l'écoute, voilà. Eh bien, écoutez, justement, sans faire de jeu de mots, le témoignage, c'est une maman qu'on a, pour celles et ceux qui n'étaient pas avec nous tout à l'heure, c'est la maman d'une jeune fille qui a été harcelée ces 4 dernières années, qui nous a raconté tout à l'heure l'histoire et le calvaire de sa fille, ses difficultés à elle également, et également ses difficultés de communication avec l'institution, avec celles et ceux qui, pour elle, étaient censés l'aider à régler son problème. Regardez. Donc j'ai fait faire des certificats médicaux, j'ai envoyé des mails, etc. C'en est commencé une grosse bataille. J'ai été en arrêt maladie, j'ai monté le pied de nez de la garde devant l'école le matin, le soir. Je surveillais, je dormais plus, je faisais des cauchemars, j'avais peur que ma fille, quand elle allait sur le balcon, elle allait sur le balcon, etc. Donc j'enchaîne avec la plainte, j'enchaîne avec trouver une avocate, j'enchaîne avec, je suis en discussion permanente avec l'établissement, avec le rectorat, avec le directeur du rectorat. Enfin, c'est tout un tas de choses, la police, enfin tout va vite. Je me retrouve face à une armée en fait, et je suis seule. Mais du coup, donc oui, elle a fait que 2 mois chaotiques, et son dernier bulletin, il était inscrit que elle a eu des absences, un taux d'absentéisme incroyable en gros, et qu'ils n'ont pas pu la juger puisqu'elle n'était jamais là. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que c'est normal que des professeurs ne se soient pas intéressés à un élève qui est en maladie? Elle n'est pas présente, on ne sait pas où elle est, mais quand elle est là, son corps physique est là, mais sa tête n'est pas là. Pourquoi on ne s'est pas intéressé en plus profond? Pourquoi moi, pendant que je venais tous les jours au collège pour ramener ma fille, pour essayer d'être avec le système éducatif et de lutter et d'aller à mon travail et de rester debout et d'appeler Tartampion et de trouver des solutions, pourquoi on m'a pas aidé et on n'a pas essayé de comprendre mon enfant qui est en train, qui se perd et qui là se dit comment je vais faire pour rattraper les autres? Est-ce que je vais réussir à retrouver le goût de ça? Pourquoi? Ils sont 10 professeurs. Il n'y en a pas un seul qui a pris la peine de me convoquer pour me demander. Moi, j'ai fait la démarche d'aller vers eux. Et j'ai beaucoup entendu de parents, d'amis, de famille, de tout ce que vous voulez me dire aussi. Moi, mon enfant, ça lui arrivera pas parce qu'il est fort. Et ça, c'est super difficile à entendre et à encaisser. Et même à remettre du coup mon rôle de parent, parce que j'ai douté hein, en tant que parent, j'ai douté en tant qu'être humain. J'ai remis toute mon existence en question. Mais, euh, mais j'ai peur de nouveau de devoir pas être comprise et d'être seule. Et je crois que c'est ce qui est le plus dur, en fait. Voilà, ce qui est assez touchant dans le témoignage de cette maman, c'est qu'elle dit finalement ce qui est le plus dur. Elle a parlé hein, tout à l'heure de l'histoire de sa fille, mais elle dit le plus dur, c'est d'être toute seule, de ne pas être comprise et de ne pas être entendue et écoutée. Ou en tout cas, d'avoir ce sentiment-là, Nicole Paris.
Sentiment de ne pas être écoutée, mais on voit bien qu'elle n'a pas été écoutée. Parce que la solution était, malgré tout, dans l'établissement scolaire et la relation avec les personnels de l'éducation, de son établissement scolaire. Parce que là, du coup, ne se sentant pas écoutée, elle a fait appel au rectorat, elle a fait appel à la police, elle a porté plainte. Et donc, on a une explosion de partenaires qui, finalement, vont voir la situation un peu par des petits morceaux. Alors que dès le départ, si elle avait été entendue, écoutée, comprise, eh bien, elle aurait pu aussi, on aurait pu lui dire, mais je comprends ce que vous dites, ça doit être très dur pour vous, on va faire ce qu'il faut. Effectivement, on ne s'est pas rendu compte de la difficulté de votre enfant, parce que par définition, le harcèlement, il se passe dans le dos des adultes. Donc, il faut aussi avoir tous les éléments de langage pour pouvoir répondre à ces parents qui, lorsqu'ils arrivent, voire débarquent dans un établissement scolaire, ils ont une charge émotionnelle extrême. Parce que la veille, leur enfant qui craque leur dit « mais en fait, je me fais harceler ». Ah bon, mais depuis quand ? Depuis le début de l'année. Et là, c'est ou depuis l'année dernière. Bien sûr. Et puis la culpabilité. Et la peur de la manière dont ça va être géré aussi derrière. Donc quand ils arrivent dans un établissement scolaire, eh bien, c'est une charge émotionnelle énorme qu'il faut pouvoir accueillir et comprendre, accueillir pour en faire quelque chose et les rassurer. Voilà, donc d'où l'importance de la communication. Oui, alors finalement, ce genre de situation, quand vous entendez une histoire comme ça, vous vous dites mon boulot, il sert vraiment à quelque chose, quoi, c'est ça ? Effectivement, les parents sont désemparés, ils sont angoissés, stressés, et il faut qu'il y ait des professionnels qui soient capables de leur apporter des réponses, et puis d'avoir du temps. Je pense qu'il y a la dimension temps qui est primordiale. Aujourd'hui, les professionnels n'ont pas toujours le temps suffisant à accorder pour recueillir une parole. Laisser la possibilité à des parents comme à des enfants de déposer une parole, un mal-être. Aujourd'hui, je crois qu'une des clés qui accompagne la méthode, c'est de créer les conditions. Comment on accueille les parents ? Jean-Pierre Belon en parle dans son dernier livre. Et puis, comment on fait en sorte que les professionnels, dans ce lieu, puissent avoir suffisamment de temps pour avoir une écoute bienveillante. C'est intéressant que vous nous parliez de ce que vous faites, vous, pour ça. Comment vous le faites, vous ? Tout simplement, on a aménagé des espaces. Déjà, c'est vrai qu'on reçoit souvent une famille, alors soit en l'invectivant au portail quand il s'agit d'une école élémentaire, ou dans le bureau de la directrice, mais c'est un bureau de travail. Est-ce que c'est vraiment un espace suffisamment bien aménagé ? Est-ce que c'est le bon endroit, le bureau de la directrice ? Je fais une parenthèse avec Marie Cartier. Pour recevoir la famille, cela dit, c'est important que la direction s'implique. Non, parce que ce qui rassure la famille, c'est justement que aussi la tête de l'établissement scolaire soit au courant, s'engage, prenne l'engagement vraiment de protéger cet enfant, cette famille. Donc le bureau de la directrice pour les parents, c'est pas forcément négatif, à condition que les parents soient reçus sur un mode qui est celui de l'alliance. Oui. Bon. C'est pas mal de le faire parfois en dehors du bureau de la directrice quand même. Ça paraît, ou alors le bureau peut être aménagé de façon spécifique. Ouais. On peut leur offrir un café, un verre d'eau, vous voyez, mettre beaucoup de chaleur. Et être très humain, c'est ce que vous disiez un petit peu, Annie. Je pense une vraie réflexion à mener sur l'accueil des familles, l'accueil des parents, et donner cette possibilité de déposer une parole. Mais il y a une formation parents dans la MPP, non ? Tout à fait. En tout cas, la méthode de la préoccupation partagée telle que nous l'avons refondée avec Jean-Pierre Belon inclut la formation à l'entretien avec les familles, qui est très structurée. Pour recevoir une famille, il faut respecter 3 grands axes. Il faut savoir déjà créer de l'alliance avec cette famille, c'est-à-dire prendre le temps d'écouter ce qu'elle vit. Il faut vraiment pouvoir les écouter. Il faut pouvoir, ne pas avoir raison contre eux. Il faut pouvoir les rejoindre dans la préoccupation qu'on a pour leur enfant et prendre très au sérieux tout ce qu'ils ont à nous dire, même essayer d'en savoir plus, leur tendre vraiment la main, accepter tout ce débordement d'émotions qu'ils peuvent avoir parfois. Il faut prendre le temps pour ça. Et une fois qu'ils ont compris qu'on est pour eux des alliés, c'est ça la relation d'alliance, c'est qu'ils aient le sentiment qu'on est pour eux des alliés en tant que professionnels. Alors, il va falloir être capable d'expliquer clairement ce qu'on fait, ce qu'on est capable de faire. Il faut qu'ils sentent que derrière ça, il y a des professionnels formés et qui savent où ils vont, qu'il y a un protocole, une temporalité, une méthode. Et il faudra aussi tout de suite mettre en place le suivi. Il faut prendre les devants sur le suivi. Ne pas attendre que la famille nous recontacte pour nous dire ça ne va pas. Et Romain, je crois que tu as bien des choses à raconter en termes de suivi des familles qui est très intéressant. Je pense qu'on prend des engagements.
C'est-à-dire qu'à un moment où on met en place la MPP avec une équipe formée, on s'engage auprès de la famille à leur faire un suivi très régulier. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on voit l'élève cible, derrière, on s'est engagé, on a pris un rendez-vous avec la famille et il faut s'y tenir. On vous fixe un rendez-vous tel jour, telle heure, tel jour, telle heure, on s'engage, on les rappelle. Ça paraît indispensable, mais il faut vraiment être rigoureux sur ces éléments-là. C'est ce qui permet de maintenir une relation de confiance. Enfin, on nous donne des réponses. Enfin, on a une équipe pluridisciplinaire importante qui traite la situation. Au sérieux, quoi. Il y a ce sentiment, je pense, d'être pris au sérieux, d'une part, et puis de voir que des professionnels traitent la situation. Voilà. Je vous posais la question, je posais la question à Nicole Paris, c'est quoi les clés finalement pour que ça marche? Vous me disiez, il faut une écoute, mais il n'y a pas de oui mais, quoi. Il faut une écoute juste. Hein, il faut que ce soit, enfin, ça rejoint un peu ce que vous disiez hein, sur la rigueur dont on doit, avec laquelle on doit faire tout ça. Alors, c'est très important et on voit bien à quel point c'est un sujet très compliqué, très délicat pour des chefs d'établissement, des directeurs d'école, des enseignants, des CPE. Parce qu'il y a beaucoup de préjugés sur les parents. Il y a les parents un peu intrusifs qui vont contester un peu le programme scolaire ou négocier une note de leur élève. Si ce parent-là vient se plaindre d'une situation de harcèlement, comment va-t-il être reçu? Donc il y a vraiment des postures et des choses à bien regarder de près. Et puis, il y a des choses qui vont s'apprendre dans cette relation d'alliance. Il y a des parents qui ont peur de l'institution, qui vont avoir beaucoup de mal à venir et qui ont même peur, moi ça m'est arrivé en tant que référente harcèlement, d'avoir des parents qui me racontent l'histoire de leur enfant. Et au moment où je leur dis « je vais prendre contact avec l'école », me disent « oh là, surtout pas », parce qu'ils ont peur des représailles sur l'enfant par les personnels enseignants. Donc tout ça, il va falloir aussi reconstituer une relation de confiance que les parents sont entendus, aller vers l'équipe enseignante pour leur redire ben non, là peut-être vous avez minimisé les choses. Et on a quelquefois des parents qui souffrent presque plus que l'enfant. C'est-à-dire que si on ne prend pas en compte la souffrance des parents, on peut passer à côté de la résolution d'une situation. Parce qu'on ne va pas désamorcer quelque chose qui va nourrir à nouveau le système. Au début de cette émission, on disait que le but de cette rencontre, de cette assise du harcèlement, c'était finalement de parler de solutions et de mettre en exergue ce qu'il y avait vraiment à faire pour améliorer encore tout ça et la lutte contre le harcèlement scolaire. J'ai l'impression que ce dont on est en train de parler là on est vraiment au cœur du sujet des chantiers qui restent parce que c'est énorme ce que vous êtes en train d'expliquer. C'est un chantier très important parce que dans les formations, on voit bien que le savoir-faire avec les enfants s'améliore peu à peu, les entretiens avec les intimidateurs, avec les cibles, mais que la partie parent reste quand même un petit peu tendue. Alors, il y a la partie parent. Depuis tout à l'heure, on parle de l'institution et de sa capacité à communiquer ou de la manière dont on peut faire en sorte que les parents soient plus à l'aise avec l'institution, que l'institution communique mieux avec les parents. Mais il faut aussi que les parents apprennent à communiquer avec l'institution aussi et qu'on les forme et avec leurs enfants. Et à détecter les signaux faibles. C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut que les parents soient capables de voir que Noémia, pendant 4 ans, elle est rentrée chez elle, à un moment, elle n'a rien vu. Elle n'a rien vu. C'est vrai, alors effectivement, pour rebondir là-dessus, moi quand j'ai été confrontée à ces 4 années de harcèlement, avec le recul, il y a des signes qui auraient pu alerter tant les professionnels de mon établissement que mes propres parents. Et notamment dans mon cas personnel, surtout une brusque baisse des résultats scolaires, qui est quand même quelque chose de significatif. Et également un comportement très introverti quand j'étais au sein de l'établissement. Après, c'est vrai que quand on est enfant adolescent, on peut avoir de très grandes capacités à masquer. Et notamment, c'est vrai que quand je rentrais à la maison, j'avais tout le temps le sourire. Donc mes parents n'ont absolument pas pu soupçonner ce à quoi j'étais confrontée, mais néanmoins, il y a quand même des signes qui auraient pu alerter. J'imagine qu'aujourd'hui, dans les formations que vous donnez pour le Centre Résist aux parents, ou d'une manière générale, cette expérience-là, elle est fondamentale et que vous savez, vous, sur quel bouton il faut appuyer, si je puis dire. Oui, tout à fait. Effectivement, on se rend compte qu'il y a plein de signaux qui peuvent être repérés.
et qu'il y a vraiment une importance aussi de la communication avec son enfant, en fait, parce que souvent, moi, il y a eu des situations comme ça où des parents, comme ça a été le cas pour moi, ont appris parfois même 10 ans après ce qu'ils avaient vécu parce qu'à un moment donné, il y a un épisode dépressif et tout qui remonte et on arrive à ce moment-là à en parler. Mais c'est souvent très tardif avec déjà des conséquences sur le long terme. Marie, je vous voyais réagir pendant que... Je pense que la question des parents dépasse l'éducation nationale et rejoint effectivement tous les domaines de ce que vit l'enfant. Je pense que c'est tous les temps de vie de l'enfant qui sont impactés par ces questions d'intimidation ou de harcèlement. Ces questions-là ne s'arrêtent pas au temps scolaire ou à 4h30 à la sortie de l'école. Un enfant qui subit une situation d'intimidation, de harcèlement, il la vit probablement aussi pendant son temps de cantine, pendant son temps périscolaire, peut-être dans son club de sport. C'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire que ça ne s'arrête pas à la sortie de l'école. Je pense qu'on a tous une responsabilité. responsabilité. C'est important, cet aspect-là des choses. Là, pour le coup, je représente un peu une collectivité territoriale. On a aussi cette responsabilité de sensibiliser largement toute la communauté éducative. Je disais que c'est vrai que c'est notre devoir d'intégrer ces parents au cœur de la communauté éducative par le biais d'une information, par le biais de sensibilisation, mais aussi l'ensemble des autres acteurs, que ce soit les éducateurs sportifs dans les clubs de sport, que ce soit les animateurs sur des temps périscolaires ou des surveillants de cantine. Et je pense que pour les parents, c'est même important de voir que quand on agit d'une voix, on est tous capables de savoir de quoi on parle et on est tous capables de traiter ces situations en transversalité. Ça fait quelques années que vous faites ça maintenant, à Sanary ? Ça fait 2 ans et demi. Bon, ça fait quelques mois, on va dire. Ouais. Mais c'est quoi vos meilleures... Quelles sont vos meilleures satisfactions ? Là, vous vous êtes dit, tiens, le fait de travailler comme ça, avec le club de sport, avec les parents, avec l'école, etc., d'avoir cette méthode-là... ça a apporté des résultats, ça a apporté ses fruits, et vous vous êtes senti fier de ce que vous faites et heureux de faire ce que vous faites. Je pense que la satisfaction essentielle, c'est quand un enfant nous dit je n'ai plus peur d'aller à l'école, je me sens bien quand je viens à l'école. Vous l'avez entendu, ça ? Et je sais qu'il y aura toujours des adultes pour m'accompagner et pour résoudre les problèmes, qui parfois eux-mêmes deviennent, sans avoir forcément été formés comme jeunes ambassadeurs, deviennent des ambassadeurs de la méthode et viennent nous solliciter parce qu'un copain... est embêté, isolé, ou qu'il a remarqué que... je pense que c'est ça la principale victoire, et puis d'avoir des parents qui nous disent « Nous sommes rassurés, on sait qu'on aura toujours quelqu'un, une personne sur l'établissement, des personnes sur l'établissement, pour traiter les situations problématiques de nos enfants. » Il y a une question puisqu'on peut poser des questions directement en commentaire sur YouTube. Vous pouvez poser vos questions directement en commentaire sur YouTube ou en appelant le numéro de téléphone qui est dédié et qu'on va remettre à l'antenne tout de suite, le 06 60 35 85 73. Cette question, j'ai déjà entendu ça quelque part. Ne faudrait-il pas que ce soit les parents qui s'impliquent entre eux pour traiter les problèmes de leurs enfants ? En gros, quand il y a un problème de harcèlement, quand il y a une situation, est-ce qu'il ne faudrait pas mettre les parents en face ? Ce n'est pas moi qui pose la question. Mais Surtout pas. Oui. Surtout pas, c'est la pire des solutions, pour plusieurs raisons. Déjà, c'est un problème scolaire. L'enfant peut se conduire très bien à la maison. L'enfant n'est pas harceleur en soi. D'ailleurs, on a beaucoup de témoignages d'enfants qui nous disent « Oh, tel copain, quand je rencontre en dehors, dans le cadre familial, ça se passe très bien. Et puis, quand il est en classe avec moi, là, il se comporte très mal comme les autres. » Donc déjà, c'est un problème scolaire. Et je précise, scolaire, mais bien sûr, qui concerne toutes les structures qui ressemblent au système scolaire. Évidemment, club de sport, centre de loisirs, évidemment, puisque c'est le même fonctionnement en groupe, avec cet encadrement d'adultes, de groupes homogènes d'enfants, etc. Bon. Donc ça, c'est la première raison. Pourquoi est-ce que les parents devraient traiter ça entre eux ? Ça ne se passe pas chez eux. Ça se passe dans le contexte scolaire. Enfin, c'est là que ça prend naissance. Ensuite, deuxième obstacle, je connais peut-être 1% des familles qui réussissent à gérer ça. 99% des cas, ça dégrade des relations parfois très amicales entre les familles. Et là, ça devient un conflit entre les familles. Et alors, lorsque ça devient un conflit entre les familles, au-delà du problème entre enfants, c'est insoluble.
Les enfants ont beau, maman, se réconcilier, on peut faire toutes les méthodes de la préoccupation partagée qu'on veut, ça ne finira pas. Les parents, c'est une guerre éternelle. Et moi, j'ai vu des enfants absolument désespérés, des enfants cibles. Une petite fille qui a été une psychologue scolaire, maintenant, je voudrais mourir pour que les parents arrêtent de se disputer entre eux. Vous vous rendez compte? Donc, c'est un poids énorme pour l'enfant de se dire, je suis responsable de ce conflit entre les adultes. Non, c'est vraiment la pire des solutions. Et puis les parents sont dans un état émotionnel qui ne leur permet pas cette neutralité pour la résolution de la situation entre les enfants. Donc ils ne sont pas du tout dans la bonne posture pour résoudre ce genre de situation parce qu'ils veulent quelque chose, l'autre parent veut peut-être autrement et on peut avoir des situations qui dégénèrent avec même des dépôts de plainte des uns contre les autres. Des tensions à la sortie de l'école parce qu'après il y a de la défiance d'un parent sur l'autre et on arrive à des situations qui peuvent être extrêmement dégradées et, comme le dit Marie, insolubles. Alors, dernière question, il nous reste vraiment 30 secondes. Laurent de Bordeaux nous dit, existe-t-il des ateliers pour former l'établissement aux relations parents dans le programme phare ? Alors, le programme phare intègre la question des ateliers famille, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément très développé, d'après ce que j'ai compris, encore aujourd'hui. On met en place souvent des conférences en direction des familles, en tout cas au centre Résis, pour faire le lien justement entre le travail d'un établissement, la démarche de l'établissement et les familles, pour que les familles comprennent ce que c'est que le harcèlement scolaire, les signaux faibles, les erreurs à éviter aussi. Auprès des élèves qui sont cibles de brimade. Leurs propres enfants sont cibles de brimade. Les parents doivent connaître les erreurs à éviter pour ne pas nuire davantage à leur enfant et pour ne pas le pousser au silence, en fait, en se montrant maladroit. Donc ça, ce sont des choses qui peuvent être diffusées. C'est vrai que ça devrait être davantage développé, certainement encore. Oui. On est là pour mettre tout ça sur la table aujourd'hui. Deuxième assise du harcèlement scolaire du centre Résis avec la région Auvergne-Rhône-Alpes et avec Ocola. Merci infiniment, Romain Niry. Merci beaucoup. Elle est déjà partie. Non, mais c'est pas grave, allez-y, c'est chaud dans ce studio. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Noémia Grohan, et merci à vous, Nicole Paris. On se retrouve tout de suite avec Jean-Pierre Bellon. On vous garde avec nous, Marie Cartier, et également Imanaga et Laurent Boireau pour la dernière table ronde, le dernier plateau de cette émission. On va parler du retour de l'autorité à l'école. C'est tout de suite. À tout de suite.